8h33 GMT Economia vous savez on le reçoit en première heure ah mais xam ngeen rek yenn saa yi circulation Dakar bi moom da ngay waaru de vraiment war nañ ko xoolaat parce que nit ñi sonn nañu trop man yenn saa yi damay daw à moins une laay ñëw fii te émission war a démarrer à 7h quand même foo xalaatee ni que dafay fluide rek nga génn rek deg ci monsieur Ndiaye. Ah non doy na waar. Absolument. Vous allez bien? Tranquille, machallah. Alors, je vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Oui, mais bonjour à tout le monde et puis ensuite, ravi de vous retrouver. Peut-être qu'un quart d'heure plus, on l'aurait fait un peu plus tôt. Mais absolument. Comprenez simplement, il a fait allusion aux embouteillages. Mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Je ne suis pas excusable. Vous êtes là, c'est l'essentiel. Alors, les juntes militaires au pouvoir, au Burkina, au Mali, ainsi qu'au Niger, se retirent de la CEDEAO. Quelles sont les conséquences d'un tel acte? La conséquence, d'abord, je vais dire, c'est inédit que oui. 3 pays simultanément décident justement de sortir d'une organisation supranationale. Mais d'ici un peu selon moi, peut-être que bon, voilà, c'est des militaires. Ils sont issus du coup d'État. Ils ont interrompu des processus démocratiques dans leur propre pays. Et puis ensuite, ils se sont installés au pouvoir. Disent-ils pour sauver les populations, mais en même temps aussi pour instaurer plus de sécurité aux frontières. Et ensuite combattre donc le terrorisme qui menace aux frontières. Mais du coup, la CEDEAO avait condamné donc ces coups de force. Absolument. Naturellement, ils ont gardé ça un peu dans le coin de leur esprit pour dire plus tard que bon voilà, ils vont prendre leur revanche. Et la revanche, c'est justement cette menace de se retirer donc de la CEDEAO. C'est contre toute attente, mais c'est contre-productif et en même temps aussi peut-être bon c'est un pied de nez à l'organisation qui depuis 1974 se bat au moins quand même pour que les population donc de cet espace tisse des liens qui s'affermissent au fur et à mesure, mais en même temps aussi peut-être bon, qu'il y ait un espace économique permettant absolument. Aux Africains de l'Ouest voilà, de circuler librement, de faire circuler également leurs marchandises librement, absolument. De faire circuler les biens librement. Vous prenez un pasteur burkinabé qui a peut-être bon, un cheptel de 500 têtes. Mais quand il n'y a plus d'herbe au Burkina, il peut se déplacer au Niger. Et même si au Niger également, il y en a de moins en moins, il peut aller même jusqu'en Côte d'Ivoire. Et peut-être même se rabattre un peu plus au sud, vers le Sénégal. Voyez-vous? Mais donc si ces pays-là disent que nous sortons de la CEDEAO, ils restreignent un peu la marge de manœuvre donc, des populations. Ils restreignent les libertés de déplacement des Ouest-Africains. Et en même temps aussi, peut-être, bon, voilà, sur le plan économique maintenant, il y a des restrictions. Parce que, tout va coûter plus cher. Parce que les pays également vont maintenant appliquer les droits de porte. Autrement dit, les douanes vont taxer les commerçants. Comme ils disent dans le jargon plein pot. Mais tout à fait. Absolument. Tout à fait. Donc, ils ont pris cette mesure par orgueil. Mais en vérité, les conséquences vont s'appliquer aux populations dont le pouvoir d'achat est déjà ce qu'il est. Et ils ne pourront pas supporter bon, la hausse vertigineuse des prix découlant justement de cette sortie de la CEDEAO. Parce que être dans la CEDEAO, il y a des faveurs. Mais personne ne les voit tant qu'on ne les a pas perdus. C'est quand on les aura perdus qu'on se rendra compte qu'il y avait des faveurs. Mais monsieur Mamadou Ndiaye, la prise de pouvoir par les armes, est-ce qu'ils peuvent effectivement mettre en place une démocratie? Est-ce que les militaires peuvent conduire un pays à être une démocratie, une réelle? Je ne le crois pas. D'abord parce qu'eux-mêmes, ils sont arrivés par des moyens non démocratiques. Absolument. S'ils avaient voulu le pouvoir, ils auraient demandé peut-être bon, voilà, l'aval de la population, donc, du peuple, se soumettre sans doute aux conditions. Mais le fait d'interrompre un processus parce que simplement on n'est pas d'accord avec, ou alors parce que simplement le président, on n'arrive pas à infléchir sa position, comme c'est ce qui est le cas du Niger avec Bazoum, voilà ce que ça produit. C'est-à-dire c'est des militaires qui se fâchent et qui disent peut-être bon, le président ne nous entend plus, ou bien le président ne nous écoute plus, ou alors le président, les orientations qu'il prend, c'est contre nos propres intérêts. Or, il y a un réflexe justement de caste, de classe, d'un certain nombre d'officiers supérieurs dans les pays africains, parce qu'ils ont d'abord la force légale, ils la transforment maintenant en une force politique pour imposer justement leur point de vue, leur vue, et puis après ils se retrouvent entre copains. C'est ça qui se passe au Niger, c'est ça qui se passe au Mali, c'est ça qui se passe effectivement au Burkina Faso. Bon, naturellement, quand ils mettent la tenue, ils atténuent un peu la critique parce qu'effectivement, on dit la grande muette, on ne la touche pas. Mais si la grande muette fait des choses qui ne sont pas peut-être bon, disons orthodoxes, mais il faut la toucher. Et la Guinée n'en fait pas partie, qui est quand même une junte. La Guinée c'est pareil. Vous voyez récemment la sortie d'Alpha Condé.
il a révélé des choses sur peut-être bon, l'actuel président de la Guinée. Mais moi, je ne m'intéresse pas aux propos d'Alpha Condé. Je m'intéressais plutôt à ceux qui critiquent Alpha Condé de s'entourer de militaires, déjà. De ne plus voir peut-être bon, la politique comme étant peut-être bon, la gestion de la cité. Or, cette armada qui était autour du président Condé a fini par peut-être bon, goûter aux délices donc, du pouvoir, ou bien en tout cas des ramifications de pouvoir, si bien qu'à un moment donné, ils ont vu les faiblesses du président, ils ont vu peut-être bon, sa solitude, ils ont vu effectivement son isolement, parce qu'il ne vivait plus en famille à l'intérieur même du palais, si bien donc qu'à un moment donné, bon, ces faiblesses se sont transformées peut-être bon, en un isolement complet, et les militaires ont fait le reste. Et les investisseurs internationaux ou bien étrangers? Alors, quel est le risque pour leur investissement? Alors, c'est ça que ceux qui perpètrent les coups d'État n'intègrent pas. C'est-à-dire c'est la dimension image et la dimension peut-être bonne conséquence au plan international. Absolument. Parce qu'un investisseur, il a besoin quand même d'une stabilité pour dire maintenant... Et de garantie. Et de garantie. Absolument. Or, quand on interrompt un processus, quand on s'engouffre par la violence dans un système, l'investisseur, il se retire. Et d'ailleurs, quand il se retire, c'est pour une très longue durée. Parce que plus personne ne pourra le convaincre de revenir parce que le pays est devenu stable. Non, il a besoin d'autres paramètres maintenant d'appréciation. Il a besoin peut-être bon, d'autres outils pour mieux connaître le pays dans lequel il a investi un moment, peut-être par empressement. Et accessoirement aussi, peut-être bon, il va projeter le même jugement sur l'ensemble de la région. Voyez-vous, c'est-à-dire que ce qui se passe au Burkina Faso a même peut-être des conséquences sur le Sénégal. C'est-à-dire que quand quelqu'un se retire du Burkina, il dit « mais c'est toute la région qui est instable ». Et effectivement, c'est vrai. Parce que quand on regarde l'arc de crise qu'il y a autour du Sénégal, c'est l'ensemble de ces pays qui, peut-être bon, à un moment donné, on dit les politiques ont fait ce que bon leur semblait, ils étaient incapables, donc prenons le pouvoir. Et ensuite, les militaires, certains d'entre eux, parce qu'il y a aussi des militaires républicains, et suivez mon regard. Mais donc ces militaires, peut-être bon, formés un peu à la va-vite, étant dans des pays peut-être bon, où il n'y a pas une orthodoxie de l'État du point de vue de son comportement républicain, les militaires également, peut-être bon, voilà, on se sont accoutumés à ce désordre ordonné pour dire, bon, nous-mêmes, nous allons mettre le holà et ensuite voilà, nous installer. Donc les investisseurs, le premier réflexe de l'investisseur, c'est de dire d'abord stop. Stop. Ensuite, je me retire moi-même. Et le chômage. Et après maintenant, ça provoque voilà, une série de désordres. Absolument. D'abord, la situation devient inflationniste. Ensuite, les produits deviennent rares, donc c'est la pénurie. C'est la pénurie qui s'installe. Et puis après maintenant, chacun va chercher peut-être bon, à se protéger et non plus à être dans un espace de solidarité. Or, quand ils rompent justement cet espace-là, ils rompent la solidarité qui était à l'origine de la fondation. Donc, mais ils vont créer une instabilité sociale. Non, économique. Mais clairement, ça avait même commencé. Et le peuple va soulever encore, ça va être une répétition. Avant qu'il se retire. Tenez-vous bien, nous avons été le groupe de presse qui avait voilà, déniché voilà, la présence massive des populations issues justement des pays instables. On les a vus ici à Dakar, on les a vus à Abidjan, oui, et dans une moindre mesure peut-être bon, au Ghana et à Abuja. Mais ces populations, elles quittent peut-être bon, des zones pas clémentes pour peut-être espérer mener une meilleure vie ailleurs. C'est pourquoi, donc, de façon grégaire, ces populations quittent donc le Niger, parce que, en tout cas, ceux qui se sont retrouvés à Dakar, en majorité, c'était des Nigériens, mais il y a aussi des Maliens, il y a également des Guinéens. Je ne le dis pas pour stigmatiser, mais je le dis simplement parce que s'il y avait de la stabilité et s'il y avait peut-être bon, une paix durable dans leur propre pays, probablement certains n'auraient pas effectué ce déplacement-là. Or, ils perturbent donc bon, la vie de ces populations, mais en même temps aussi ces populations qui se déplacent vers d'autres zones également perturbent l'ordre qu'ils trouvent sur place. Si bien donc que peut-être bon, voilà, à petite cause, grande. Une autre question. Si jamais ça marche, parce que c'est un regroupement de généraux ou de capitaines et oui, de l'armée, d'officiers supérieurs, si jamais ça marche, est-ce que ça ne peut pas donner des idées aux autres chefs d'état-major des pays environnants? Est-ce que ce n'est pas un risque aussi? Je prends avec des pincettes si jamais ça marche, parce qu'il ne faut jamais l'espérer comme ça. À mon avis, il faut très rapidement qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. Okay. Il est bien évident, oui, à la démocratie. Parce que les militaires, ils ont un job. Et en plus, ils ne sont pas élus. C'est eux qui se sont forcés à être bon, là où ils sont aujourd'hui. Donc, il faut qu'ils restaurent donc, les principes démocratiques dans un pays. Mais en même temps aussi, si je prends les militaires du Burkina Faso, ils avaient dit que c'est parce qu'on nous envoyait au front et personne ne nous soutenait. Ok, ils ont dit donc, ils interrompent le processus démocratique et eux maintenant ils se mettent à la place de ceux qu'ils ont chassés.
Mais résultat des courses, jusqu'à présent, peut-être les populations continuent de fuir les zones de tension. Absolument. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils n'auront pas restauré la démocratie, la stabilité et la sécurité, ils ne l'ont pas encore restaurée. Et pire, aujourd'hui, ils ponctionnent tous les revenus des Burkinabés. Ils les ponctionnent. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus peut-être de limite. C'est-à-dire que quand ils préconisent l'achat peut-être d'une arme, ils disent on ponctionne peut-être les petits revenus et on mobilise. Ils achètent. Mais quand se présente une autre sollicitation également, on ponctionne. Donc jusqu'à quand ils vont y aller? Ça, ce n'est pas de l'économie. On ne gère pas de l'économie peut-être en mettant le pistolet à la tempe. Absolument. On ne met pas donc on ne gère pas une économie également en restreignant les libertés d'investissement des citoyens. Et puis aussi en fermant inconsidérément sur la réalité mouvante donc de l'économie burkinabé. Résultat des courses. Et ces pays sont enclavés. Et c'est des pays enclavés parce qu'ils dépendent justement des pays qui ont une façade atlantique. C'est le Bénin, c'est Lomé, c'est Accra, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Voyez-vous. Donc, la plupart de leurs marchandises importées viennent de ces ports que je viens de citer à l'instant. Si bien donc, en se projetant dans le retrait, ils évacuent la conséquence qui découlerait sans doute maintenant d'une hausse vertigineuse des prix, découlant sans doute de leur rareté et peut-être aussi de leur difficulté de mobilisation pour aller vers ces destinations-là. Donc, à mon sens, il y a une rectification de trajectoire qui s'imposerait pour qu'au moins les militaires disent nous pouvons peut-être dialoguer avec les politiques, nous pouvons restaurer la confiance entre les citoyens d'un même pays pour qu'ensemble, nous construisions justement le meilleur Burkina, le meilleur Mali et le meilleur Niger. Mais ils ne le font pas. Si bien donc, aujourd'hui, il y a un affaissement de l'économie. Certains des opérateurs de ces pays-là commencent à quitter les pays clandestinement. Et même d'autres officiers supérieurs qui veulent justement organiser les putschs. Et va savoir maintenant si peut-être toute la classe des officiers supérieurs parle le même langage. Absolument. On ne sait jamais. Alors, un marché de 300 millions d'habitants quand même, c'est quand même un grand marché potentiel pour ces pays qui sont retirés de la CEDEAO. Apparemment, ils se sont retirés, mais ils savent pertinemment que ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'ils ont quitté une économie ouverte pour rentrer dans une économie fermée. C'est totalement fermé. Totalement fermé, c'est insensé. C'est-à-dire qu'on retourne peut-être à l'âge de la pierre taillée pour ces pays-là. Mais ce n'est même pas viable. Parce qu'eux-mêmes, ils ne vont pas tenir avec cette décision-là. Si bien donc, c'est pourquoi ils ont ouvert un peu les vannes pour permettre à un pays comme le Togo, qui a souvent servi justement d'intermédiaire entre l'institution et peut-être les pays rebelles, pour peut-être aller dire, bon voilà, votre solution n'est pas viable. Le retrait n'est pas pertinent. Et en plus, vous risquez de vous isoler davantage parce que vous ne pouvez pas combattre les fléaux qui sont chez vous si vous n'êtes pas dans un espace de solidarité. Parce que les gens peuvent échapper, entrer dans un autre pays et vous n'avez pas peut-être le droit de poursuivre dans ces pays-là. Donc voilà un peu un problème. Il est bien évident que quand ils se sont regardés ensemble, les trois pays, ils ont créé justement ce qu'ils ont appelé l'Alliance des États du Sahel. Ça peut être effectivement un réflexe de survie. C'est pas mauvais. C'est même un clin d'œil qu'ils ont envoyé à la CEDEAO pour réflexe de survie. Réflexe de survie. Réflexe de survie. Ils ont même envoyé un signal à la CEDEAO pour dire vous ne prenez pas suffisamment en charge les préoccupations qui sont les nôtres. Mais ils oublient, eux, les officiers supérieurs, qu'en vérité, à la création donc, de la CEDEAO en 1975, n'était pas incluse la dimension sécurité. Parce qu'à l'époque, il ne se posait pas des problèmes de sécurité. Il se posait des problèmes de développement, il se posait des problèmes d'intégration, il se posait des problèmes d'émergence justement des économies. C'est ça qui se posait. Donc c'était des priorités. Or, plus tard maintenant, quand la conjoncture peut-être évolue ou se modifie, on peut adapter les textes pour peut-être prendre en charge les nouvelles préoccupations. Ce qui n'est pas encore le cas sur le plan de la sécurité pour dire à la CEDEAO, c'est là. C'est vrai, ils ont créé l'ECOMOG, qui est une force tampon, qui intervient souvent. D'ailleurs, elle est même intervenue en Gambie dans les années 80, je crois. Donc, ça existe. Mais la dimension sécuritaire où aujourd'hui on combat une force invisible, ou bien on combat une force qui peut se mouvoir dans la population et ressembler à elle. Occulte, comme on dit. Et même occulte. Donc, c'est un autre format de lutte qui se présente à ces pays-là. Et il faudrait peut-être regarder maintenant comment l'inclure dans les priorités de la CEDEAO, de façon à ce que la CEDEAO prenne ça en charge. Elle était sur le champ, elle était sur ce processus. Mais ça vient d'être interrompu avec cette menace de retrait. Or, le retrait, d'après les juristes justement de la CEDEAO, ne s'opère qu'au bout d'un an. C'est-à-dire que vous vous signalez qu'à partir de maintenant, vous envisagez de vous retirer. Maintenant, l'organisation également peut-être introduit des éléments de négociation pour peut-être vous dissuader de renoncer, de vous retirer.
Mais si vous persistez au bout d'un an, on comprend maintenant que vous avez votre propre logique de vous retirer. Et à ce moment, peut-être on organise maintenant. Parce que il y a des ressortissants burkinabés, maliens et nigériens qui sont au sein de cette institution-là. Vont-ils être retirés de la CEDEAO simplement parce que leurs pays se sont retirés? Il y a des faveurs, logique, oui. Il y a des logiques économiques qui se sont imposées à l'ensemble de la communauté, qu'on supporte de façon solidaire. Le retrait de ces trois pays-là induit-il justement la diminution de la voilure de la CEDEAO sur ces pays-là? Je ne le pense pas. Tout comme, peut-être, bon, il y a également d'autres infrastructures. Et même certains de ces officiers-là, ils ont bénéficié de la mansuétude de la CEDEAO pour faire leur formation, qui à Saint-Cyr, d'autres peut-être bon, en France, ou ailleurs, ou à Meknes. Certains l'ont fait et ont bénéficié de cela. Mais il n'y a pas eu retour d'ascenseur puisqu'ils veulent se retirer. Merci Mamadou Niaye. Je pense que, voilà, tout a été dit. Hein. C'est pas une bonne idée, hein, mais, voilà, d'être sorti de la CEDEAO. Voilà, vous isolez encore plus et isolez votre peuple, et le peuple se soulèvera. Ce sera une répétition. Hein, monsieur Mamadou Ndiaye. Espérons que les peuples ne se soulèvent pas parce qu'elles sont très épuisées. Ah, oui. Elles sont très épuisées. Les peuples ont besoin. Vous savez, j'étais dans une banlieue de Nairobi. Et j'ai vu la créativité de ces jeunes qui, à un moment donné, se sentaient coupés du reste donc, de la ville de Nairobi. Mais à l'intérieur donc de ce désordre, de ce camp, un immense camp où peut-être bon, vraiment il n'y a même pas le soleil. Mais ils se sont réorganisés pour au moins dire, ok, nous sommes lâchés du monde, mais essayons d'organiser notre vie à partir justement de cette vie qui n'en est pas une. Absolument. Ils se sont organisés. Mais je vous assure, il y a une telle créativité. Aujourd'hui, en fait, toute la curiosité de la ville de Nairobi s'est déplacée justement vers cette banlieue-là. Il y a de la créativité, il y a une dimension peut-être bon, voilà, sociétale nouvelle au sein de cette banlieue. Mais elle est immense, hein, elle peut même être la superficie de Dakar. Et donc, à l'intérieur, ils ont fait beaucoup de créativité, du cinéma, des arts, de la littérature, des espaces de jeu. Certains grands footballeurs sont ici justement, sont nés dans ces quartiers-là. Certains grands créateurs sont nés dans ces quartiers. Certains grands cinéastes sont nés dans ces quartiers. Et puis certains musiciens également. Je m'excuserai peut-être pour mon ignorance parce que même à Los Angeles, il y a des jeunes qui sont issus de ces quartiers et qui aujourd'hui prospèrent à Los Angeles. Vous voyez, à quelque chose malheur est bon. Mais l'essentiel, c'est que les gouvernants soient prévenants. Que les gouvernants peut-être bon, soient à l'écoute des populations, qu'elles regardent un peu peut-être bon, les dynamiques intérieures, mais qu'elles favorisent l'éclosion justement de ces dynamiques. Il ne s'agit pas simplement de se dire on se barricade face à ces menaces. Elles ne constituent pas une menace parce que c'est vous qui les constituez une menace en les organisant en ghetto. Or, c'est les ghettos qu'il faut aujourd'hui détruire. Merci Mamadou Ndiaye. C'était Economia avec Mamadou Ndiaye. Sans transition, nous allons passer à Coach Kodou.